Bonjour à toutes et bonjour à tous. De retour pour un nouveau podcast. Ça me fait super plaisir. Je suis au calme. C'est l'après-midi. Il est 15h19. Mes enfants sont chez leur nounou, au centre aéré. Il fait bon, il fait pas trop chaud. Je fais un point météo, vous aurez remarqué. Je sens bon. Je sens bon parce que je sors de chez CFO. Bip où je me suis parfumée avec le parfum un parfum. Un parfum que j'aime beaucoup. Oh là là. Oh là 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 là. Et du coup, ça sent fort. Ça sent très fort. Mais comme vous pouvez le constater, ça me met en joie et je crois que c'est pas plus mal parce qu'au vu du sujet qu'on va aborder, je vais baisser le son parce que là, je vois sur mon écran que le son du micro, il est vraiment très fort. Et j'ai pas trop envie de vous péter les tympans, voilà. Mais ça me met dans une espèce de vibe positive avant de commencer ce podcast sur un sujet un peu plus sérieux, qui est mon expérience de EMI. Voilà, j'ai pas fait d'intro musicale là, mais en fait j'ai pas tout mon matériel. Je suis rentrée de ma petite après-midi en ville avec ma meilleure amie. Je me suis assise et j'ai dit je vais enregistrer. Et après je vais commencer un livre incroyable que ma très très bonne amie Mélanie m'a prêté et qui s'appelle « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part ». Et j'aime bien l'idée de faire mon épisode sur l'EMI avant de lire ce livre parce que justement pendant mon EMI il s'est passé des choses assez incroyables que je comprends seulement aujourd'hui 12 ans après. Et oui, ça fait déjà 12 ans, c'était en mai 2011. C'est quand même incroyable, c'est que je ne me souviens plus du jour exact. Je ne me souviens plus du jour exact. Je pourrais le retrouver aisément dans mes papiers, mais là, comme ça, en faisant ça, je ne me souviens plus du jour exact. Alors, on va arrêter de partir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'une EMI ? Une EMI, je crois que je viens de le dire, mais c'est pas grave, je répète, j'aime bien répéter 2 fois la même chose. C'est une expérience de mort imminente. C'est quand vous êtes déclarée cliniquement morte et que vous revenez à la vie. Dans le cadre d'une opération, dans le cadre d'un accident, voilà, là je viens d'inventer un mot. Dans le cadre d'une opération, dans le cadre d'un accident, dans le cadre, comme en ce qui me concerne, d'un empoisonnement ou tout autre accident de la vie qui fait que votre âme quitte votre corps à l'espace d'un instant et puis d'une manière plus médicale que votre cœur s'arrête, quoi. C'est une expérience qui a changé ma vie en mal, en bien, en une multitude de choses et dont je parle peu, dont peu de personnes sont au courant. C'est pour vous dire, alors, si ma mère vient à écouter ce podcast, elle découvrira que j'ai fait une EMI. Voilà. Ce qui peut paraître assez fou pour les gens qui sont proches de leur famille et ce qui peut paraître tout à fait normal quand on connaît la mienne. Donc, on va reprendre un petit peu tout depuis le début, comment ça s'est passé. Alors, le but, c'est pas d'expliquer cliniquement, scientifiquement, spirituellement ce qu'est une EMI, même si on va aborder un peu tous les thèmes. C'est de témoigner d'une expérience. Là, c'est vraiment un podcast témoignage. J'ai fait une EMI. Ce qui est incroyable, c'est que mon lien karmique, j'ai appris il y a peu, a lui aussi fait une EMI. Et, enfin, j'ai plein de choses à raconter dans ce podcast. Il faut que je me structure. Ma meilleure amie pour ces podcasts fait des plans et je me moque un petit peu d'elle, mais en fait, je crois que c'est elle qui a raison. Donc maintenant que je vous ai donné la définition de ce qu'est une EMI et que je vous ai placé un petit peu dans le vif du sujet pour ceux qui suivent ce podcast sans faire précisément une recherche sur les EMI, on va relater toute l'expérience de cette EMI ensemble. Enfin, du moins moi toute seule, avec en bruit de fond mon chat qui miaule parce qu'il n'aime pas ses croquettes et qu'il veut des gamelles Whiskas. Non, tu n'auras pas de la pâtée, tu ne peux pas te nourrir exclusivement de pâtée. D'ailleurs, je suis un petit peu deg parce que justement, je voulais me filmer pendant ce podcast et je vais tenter de faire ça. Voyons voir quelle tête j'ai. Bah, c'est pas dans le bon sens déjà. Oula, non. Oula, non. Non. C'est incroyable, hein, on ne peut pas se filmer
autrement que d'aussi près. Ouh là là, vous êtes contents parce que là, vous suivez pas du tout ce que je suis en train de dire. Et ben, je propose go, au bout de 5 minutes, on plonge dans cette histoire. Alors, on va un petit peu resituer la chose. C'était en 2011. En 2011, j'avais entre 20 et 25 ans, voilà, pour garder un peu de mystère. Entre 20 et 25 ans, je vivais avec mon copain de l'époque, mon petit copain de l'époque, et j'avais une vie très, très rock'n'roll. Je sortais de ma période soirée hardcore, hard-tech, et tutti quanti, tout ce qui va avec l'ambiance de ce milieu-là. Et mon compagnon de l'époque, lui, était encore en plein dedans, ainsi que toutes nos fréquentations communes, etc. Donc c'était un milieu dans lequel il y avait énormément de drogue, on ne va pas se mentir. Et donc à l'époque, j'avais un quad, et je voulais partir faire un tour de quad. Je me souviens plus exactement de ce que c'était. Et en fait, il était parti en voiture avec les clés du quad. Et donc, c'est important. Bon, en même temps aussi, il faut vous raconter tout depuis le début. Et donc, en fait, il était chez un ami à nous qui DJ, et qui était DJ, mais qui est toujours DJ d'ailleurs, mais bon, bref. Et j'arrête pas de dire, on va essayer de faire des phrases correctes. Donc je l'appelle pour pouvoir aller récupérer les clés, et il me dit je suis chez Daël, passe récupérer les clés. Ok, donc je prends ma voiture, j'y vais, etc. Et là je rentre, j'arrive dans la cuisine. Franchement, rien que de le raconter, je me sens déjà super mal. Je crois que j'ai vraiment besoin de passer par cet épisode, je crois que j'ai vraiment besoin de raconter ça pour le transcender. Parce que c'est vraiment post-traumatique. Bon, vous vous doutez bien que quand vous mourrez cliniquement, c'est traumatisant, mais tout ce qui s'est passé autour est hyper traumatique parce que ça n'a pas été une EMI magique pour moi. Ça a été vraiment... Donc, revenons-en à l'histoire. Ne perdons pas le fil. J'arrive là-bas, je rentre dans la cuisine, et là, en fait, sur la table de la cuisine, il y avait un gâteau. Une espèce de gâteau au chocolat, un cake au chocolat. Et je fais... Donc, tout le monde était dans le salon. Je rentre par la cuisine. Il y a ce gâteau. Je pose de questions à personne. J'en mange un bout, tout doux, il est bon, hop, j'en prends un deuxième bout, j'arrive dans le salon, salut tout le monde, j'ai récupéré les clés du quad, Et là, Daël se retourne vers moi, il me voit en train de manger le gâteau, il sait que je ne me drogue absolument pas, absolument plus, bref, ce que vous voulez, ça ne regarde que moi, en tout cas, je ne prends pas de drogue, et il me regarde, il me fait, mais t'as mangé le gâteau dans la cuisine, là? Je dis oui. Et il me dit, c'est ce qu'il y a dedans? Je dis, ben non, du chocolat. Il me dit, non, il y a du beurre de chanvre, du beurre de chanvre, du beurre de shit. Donc qu'est-ce que c'est le beurre de shit, On va faire un petit cours technique. Le beurre de shit, en fait, c'est... vous savez quoi, je vais faire une recherche Google exactement pour vous expliquer ce que c'est. Beurre de cannabis. C'est pas du beurre fabriqué avec du cannabis, c'est quelque chose de bien plus fort. Bon, en gros, c'est du THC à haute dose, c'est ce qu'on appelle plus communément un space cake, quoi. C'est un cake qui est fabriqué à partir de cannabis. Donc bien sûr, j'ai mangé ça de manière totalement non intentionnée, je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas du tout ce que ça contenait, j'aurais d'ailleurs pas de problème à dire si c'était le cas inverse. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, j'ai testé beaucoup de choses, et si ça avait été le cas, je ne me gênerais pas de dire ouais, j'en ai mangé volontairement. Sauf que tout ce qui touche à cette substance, c'est quelque chose qui ne me réussit absolument pas. Je ne supporte pas ça, je ne supporte pas perdre le contrôle, donc vous imaginez bien que fumer un joint, c'est inconcevable pour moi, et donc à l'époque avaler, carrément ingérer, c'est une autre chose, la fumée dans les poumons et l'absorption directe dans le foie, c'est un total autre effet sur le corps, sur le cerveau, sur tout, voilà. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de tout ça en fait, parce qu'au final je parle quand même de drogue. Je vais pas rentrer plus dans les détails de ce que ça provoque sur les cerveaux, sur le cerveau, sur les neurones, sur les connexions neuronales, etc., etc.
C'est de la pourriture et ça détruit. Et pour quelqu'un qui n'en prend pas, pour quelqu'un qui est hypersensible, pour quelqu'un qui est hyper fragile comme moi, ingérer ça à l'époque, ben ça a provoqué ce que ça a provoqué par la suite, et dont je ne m'attendais pas plus que ça. Donc je commence à avoir les espèces d'effets que vous avez. Vous savez, quand vous avez 15 ans, pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire, que vous avez 15 ans et que vous tirez sur le gendre d'un de vos copains et que ça vous fait rigoler bêtement. Voilà, ben pour ceux qui ne l'ont jamais fait non plus, et bravo à vous, tant mieux, c'est vous qui avez raison. Quand vous voyez quelqu'un ou que vous entendez parler de quelqu'un, c'est souvent quelqu'un qui est défoncé, qui rigole tout seul, qui a la bouche pâteuse, etc., etc. D'ailleurs, c'est ouf parce que rien que de vous le raconter, j'ai mon corps qui est en alerte, qui recrée tous les symptômes, j'ai la bouche pâteuse, j'ai l'impression d'être défoncée. Ça a vraiment laissé des traces très très fortes chez moi. Non, Oliver, tu ne vas pas manger mon kouign-amann. Non, excusez-moi, mon chat est en train de décortiquer mon kouign-amann dans ma cuisine. Et donc là, je commence à avoir des petites bouffées de chaleur, des remontées, à rigoler bêtement pour rien, un peu comme si j'avais bu et que j'étais un peu guirette, mais à puissance supérieure quand même. Et je suis dans le canapé chez eux, je me dis bon, je vais rester, je vais pas reprendre le volant tout de suite parce que je suis un peu comme défoncée, ça va passer, c'est qu'un gâteau, oh là là, mais c'est violent, rien que de vous le raconter là, je ressens toute la violence du truc, je ne suis même pas certaine que ce soit une bonne idée de faire ce podcast. Mais sans doute que si, sans doute qu'il y a une raison pour que j'en arrive là. Et là, je commence à avoir des espèces de montées de chaleur, des montées d'adrénaline, de rire, des redescentes, du rire, des redescentes, du rire, des redescentes. C'est terrible. Les bruits se déculpent autour de moi et je me dis, faut que je rentre, faut que je me mette en sécurité, faut que je rentre chez moi. Et là, je me souviens, je sais pas comment j'ai fait, j'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi au volant. Et excusez-moi en fait, parce que j'avais pas réalisé à quel point ça pourrait être traumatique pour moi de raconter ça et à quel point ça ferait tout remonter. Et je suis pas sûre d'être en sécurité chez moi en train de faire ça. Ok, on va y aller. S'il faut, je mettrai sur pause, je reprendrai, j'irai voir des amis entre-temps. Je rentre, je ne sais pas comment, chez nous. Donc mon compagnon de l'époque, mon petit copain, parce que compagnon, ça donne quand même une idée d'un truc sérieux, alors que ça ne l'était pas. C'était une passade de mes 20 ans, etc. etc. Mon petit copain reste là-bas chez notre ami DJ avec ses potes et tout. Et moi, je rentre, je pouvais pas, j'arrivais plus. Et je me disais, ça va passer. J'étais sujette aux crises d'angoisse, etc. Donc je pensais que c'était un petit peu un mélange de tout ça, que ça me mettait en panique, mais voilà. Et là, j'arrive chez moi, je m'assois dans le canapé et en fait, on avait un énorme terrarium dans le salon à l'époque avec une tortue et il était très très doué pour recréer des environnements, des terrariums et tout. Et il avait fait un truc incroyable avec une cascade. Notre tortue avait un lac pratiquement au milieu du salon avec un mur végétal dans l'aquarium et une plage avec une petite cascade qui coulait. Et là, je m'assois dans le canapé et je regarde la cascade. Et là, en fait, c'est comme si la cascade devenait la pièce tout entière, que j'étais moi-même sous la cascade. J'entends l'eau, j'entends la respiration de ma tortue, un truc de dingue. Et je me dis, ok, là, je suis en train de faire ce qu'on appelle communément un bad trip. Il faut que j'appelle quelqu'un, je suis en danger. Et j'ai le réflexe d'appeler ma meilleure amie, entre guillemets, de l'époque, qui n'a rien d'une meilleure amie au sens amical du terme qu'on peut donner aujourd'hui, ma toxic friend de l'époque, ma manipulatrice, bref, c'est pas le sujet, mais qui est quand même venue, qui est arrivée chez moi en voiture de toute urgence, et je lui dis, elle s'appelait Anna, je lui dis, Anna, je suis en train de partir en bad trip, je sais pas ce qui se passe, il m'est arrivé ça, j'ai pris ça chez Daël, etc. Et je le supporte pas. Alors, elle, qui avait l'habitude de prendre beaucoup de drogue, me dit, c'est pas possible, ça peut pas te faire ça, il a dû mettre autre chose dedans, du LSD, des champis, de la MDMA, bon, c'est des drogues dures, qui ont des propriétés psychotropes, et je dis non, elle l'appelle, elle lui dit que non, effectivement, elle lui dit, écoutez, là, faut que vous veniez, Sophie est en train de partir, et je me souviens, en fait, j'étais allongée sur le sol du salon, je ne pouvais plus bouger, je n'arrivais plus à respirer, j'avais les yeux qui révulsaient, et j'étais là, il faut appeler une ambulance, je suis en train de mourir, le problème, c'est que je m'adressais à une personne qui prenait régulièrement de la drogue,
et que mes amis, mon copain et ses amis qui nous ont rejoints après, étaient aussi des gens qui allaient en rave party, en free party, qui donc baignaient dans ce milieu-là. Moi, j'avais rien à y faire. Je faisais ma crise d'adolescence un peu tard, à traîner avec des gens qui avaient un style de vie qui n'était pas le mien, mais voilà, comme j'ai eu une adolescence et une vie de jeune femme où je voulais me pousser dans tous les extrêmes possibles, je fréquentais ce type de personnes à l'époque, à qui je n'ai absolument rien à reprocher d'ailleurs, hein, c'est leur vie, leur choix, etc. Je vais pas les condamner, hein, j'ai fait les mêmes choix qu'eux, mais j'en suis très vite partie. Et le problématique, c'est que justement ces gens-là qui baignaient dans ce milieu-là, pour eux, c'était... Ouais, ils voient régulièrement en soirée, etc., des gens qui sont couchés par terre, qui ont des hallucinations, etc. Donc ils se sont juste dit, la petite Sophie, elle est en gros bad trip, et puis ça va passer, quoi. Sauf que c'est pas passé, ils sont allés m'allonger dans la chambre, j'ai commencé à avoir des hallucinations de plus en plus violentes, je me suis mise à parler dans une autre langue, c'est réel, hein, les gens peuvent témoigner et vous raconter ça. J'ai eu des hallucinations, je me suis mis à convoquer chaque personne une à une dans la chambre en leur disant telle chose qu'elle devait régler chez elle, comme si j'étais une espèce de gourou sorcière. En fait, j'étais en espèce d'hypnose, transe, bad trip, hein, vraiment, c'est ça, je me prenais pour quelqu'un d'autre, et j'aurais pu être dangereuse pour moi et dangereuse pour les autres, vraiment, mais ils n'ont pas du tout pris conscience de ça. Ils n'ont pas pris conscience de ça parce que ça, c'était leur quotidien. Ça n'était pas le mien, mais c'était le leur. Mais jusqu'au moment où mon petit cœur, il a pu supporter ça, il a accéléré, et entre-temps, et il a fini par lâcher. Voilà, mon cœur a lâché. La dose de psychotrope que j'avais ingurgitée a littéralement empoisonné mon foie. Je suis montée à un espèce de délire psychotique qui a fait disjoncter la totalité de mon système nerveux jusqu'à mon cœur. La suite, je sais pas si j'ai envie de raconter tout ce qui s'est passé, les détails médicaux, etc., etc. C'est très violent pour moi, en fait. Vous savez, raconter votre mort, ça a un côté... Comme si vous n'étiez plus vraiment là. C'est difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu pendant mon état de mort imminente, tout ce qui s'est passé avant, ce que je viens de vous raconter, tout ce qui s'est passé après, et les conséquences que ça a eu sur ma vie. Quand mon cœur s'est arrêté, je l'ai senti tout de suite. Alors, on va rentrer dans des détails qui sont médicaux et qui peuvent être un peu violents à entendre comme ça, mais par exemple, moi, mon corps tout a lâché, mes sphincters ont lâché, je me suis littéralement urinée dessus. En fait, j'ai senti que je partais, j'ai senti que je mourais, et j'étais soulagée parce que, paradoxalement avec ça, comme j'étais dans un délire psychotique et que je n'arrivais plus à supporter ce délire psychotique, c'était un cauchemar, hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais des moments où je m'étouffais dans le coussin, j'arrivais plus à respirer, je me tournais la tête, j'avais des grands spasmes, enfin, c'est d'une violence sans nom, c'est inexplicable quand vous... Je suis dure avec moi-même parce que je réalise que j'ai vécu ça et que je suis encore debout 11 ans après avoir vécu tout ce que j'ai vécu aussi entre-temps. Et je crois qu'il faut que je sois un petit peu plus douce et un petit peu plus bienveillante avec moi parce que je suis pas sûre que tout le monde puisse revenir de là d'où je reviens. Et en fait, c'était horrible parce que je voulais partir, je voulais mourir. Hein, je sentais que là, je pouvais plus, que mon corps, mon cerveau et mon cœur devaient lâcher. Il fallait que j'abandonne ce corps parce qu'il était dans un état de tel délire que même mon âme n'en pouvait plus, quoi. Alors aujourd'hui, je le traduis avec ces mots-là, mais à l'époque, je comprenais pas. Je comprenais juste que je ne supportais plus ce que j'étais en train de vivre. Il fallait que j'en sorte. Il fallait que ça finisse. Et quand j'ai senti là que tout lâchait, en fait, vous sentez quand vous mourrez. C'est terrible, mais vous sentez. Vous sentez que vous partez. Et il n'y a plus aucune douleur. En fait, c'est un état de grâce. Vraiment, c'est un état de libération. Vous vous libérez de tout. Vous vous libérez vraiment de tout. C'est très émouvant, hein, pour moi. C'est très bizarre. Je sais pas si émouvant, c'est le bon mot. Hein. C'est très perturbant pour moi de vous raconter tout ça. Et j'ai senti mon corps lâcher, mes nerfs lâcher, mes muscles lâcher, tout mon cerveau... tout est parti et là, il y a eu une grande lumière au-dessus de moi. Ce n'est point un mythe, ce n'est point une hallucination parce qu'attention,
comme j'étais un délire, un délire psychotique, tout se mélangeait un peu. Les hallucinations liées à l'empoisonnement aux psychotropes et l'état de mort imminente se sont mélangées dans mes souvenirs. Donc ça a été très dur pour moi d'en sortir, mais je vais vous expliquer ça après. Mais par contre, le moment où je fais mon EMI, où mon cœur s'arrête, où je pars, où je vois cette lumière, et là, incroyable, je sens quelque chose de très fort à côté de moi, comme une personne dans la lumière qui a posé mes 2 mains en croix sur mon cœur et qui m'a dit, mais il n'y avait pas de mots, ça va aller, ne t'inquiète pas, mais ça n'a pas été prononcé, ça a été ressenti. Je ne peux pas vous expliquer en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer parce que on n'entend pas, mais on ressent le message. C'est hyper puissant. Et je me suis sentie soulagée, accompagnée, prête à partir, prête à quitter ce monde. Voilà, c'était cool, j'avais vécu. Alors, toute ma vie n'a pas défilé devant moi. Par contre, cet état de grâce était incroyable. Il m'a totalement libérée de la peur de mourir parce que c'est tellement grand et c'est tellement puissant et vous avez tellement la sensation d'appartenir à un tout, d'être la lumière, d'être dans la lumière, d'aller vers la lumière et d'être vous-même cette lumière, que plus rien n'a d'importance. Vous êtes le monde et le monde est en vous. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots. Mais en fait, ça a duré quoi 8 ou 11 secondes, je sais plus. Et je suis revenue. En fait, j'ai été happée. Comme si mon corps me tirait pour que je revienne vers lui et je ne voulais pas. Et quand je suis revenue, je me souviens que la première phrase que j'ai hurlée, c'est « Ramenez-moi dans la lumière, ramenez-moi dans la lumière ». Et après, les jours qui ont suivi, même le lendemain et même les heures d'après, en fait, j'étais toujours sous les effets du psychotrope et on pouvait absolument rien faire. La seule chose que je devais faire, c'est être hydraté, boire de l'eau, hydraté, boire de l'eau, pour dégager les toxines, pour dégager l'empoisonnement dans le sang, dans les muscles, dans le corps. J'ai continué à avoir alors j'ai pas parlé de ce que j'ai vu, enfin j'ai pas raconté ce que j'ai vécu, j'ai pas été mise au courant tout de suite que mon cœur s'est arrêté. Attendez, parce que c'est quand même incroyable la suite, hein. Donc pour moi, le lendemain au réveil, tout ce que j'ai vécu, c'est lié à mes délires psychotiques, à mes hallucinations. D'ailleurs, je suis encore en empoisonnement alimentaire pendant une dizaine de jours derrière. Donc par exemple, les gens me parlent, je vois leurs lèvres bouger, mais j'entends leur voix avec un décalage de 3 secondes, c'est incroyable. Je suis épuisée parce que mon système nerveux, mon cœur, tout s'est arrêté. Donc ça a demandé avant une résistance énorme avant que tout lâche. Mais tout ça, j'en ai conscience aujourd'hui en vous le racontant. C'est-à-dire qu'au moment où je le vis, je suis une survivante. Je suis revenue à la vie. Enfin, d'ailleurs, dans ma tête, je ne suis revenue à rien du tout. Je suis sortie de mon délire psychotique, etc., etc. Je me fais suivre, psychologue, psychiatre, antidépresseurs, plus que des antidépresseurs, antipsychotiques, enfin bref, je sais plus quoi, des psychiatres français, mais d'une incompétence, pardonnez-moi, mais qui m'expliquent pas, qui me mettent pas de mots, qui me relatent même pas le fait que j'ai eu un arrêt cardiaque, voilà quoi, qui me balance des tonnes de médicaments et qui me disent qu'il faut que je m'hydrate et puis que voilà, hein, c'est ça les effets de la drogue. Oui, écoutez, c'était pas voulu. En gros, surveille tes fréquentations puis la prochaine fois tu t'en sortiras mieux quoi. Vraiment très très violent, très très violent. Mais comme j'ai l'habitude qu'on soit d'une extrême violence avec moi et que je baigne dans ça depuis toujours, ça me choque pas. J'encaisse. Je peux plus rien faire, je reste des jours allongés. Je me souviens qu'à l'époque le directeur de l'écurie où j'avais mes chevaux avait même amené ses enfants me voir dans mon lit à moitié agonisante pour dire vous voyez les effets de la drogue. Non mais on était dans un truc mais tellement, j'étais tellement mal encadrée, j'avais tellement des fréquentations catastrophiques. Voilà, ça allait bien quoi, la totalité était incroyable.
Et bon, bref, j'ai du mal à sortir de tout ça. Hein. Énormément de mal. Je ne prends pas les antidépresseurs, je ne prends pas les antipsychotiques parce que la seule fois où j'en prends un, je reprends le travail. Je n'arrive même pas à aller au travail. J'ai des hallucinations tout le long du trajet, des espèces de visions. Ça grossit, ça rétrécit, ça grossit, ça rétrécit. En fait, mon système nerveux est en alerte permanence parce que personne ne m'a expliqué et je n'ai pas pu mentaliser ce qui m'est arrivé. Donc, je ne peux pas me calmer. Je suis toujours dans la continuité de hop, des choses ont pété en moi et elles vont rester ouvertes. J'ai pas du tout conscience qu'en fait j'ai vécu une expérience de mort imminente, que je suis passée de l'autre côté, que je suis revenue et que parallèlement à ça j'ai été empoisonnée, mais que mes hallucinations n'ont rien à voir. Là je suis toujours pas au courant. Hein. J'ai été soignée, j'ai été vue par des spécialistes, mais je ne suis toujours pas au courant. Et je vous parle de ça dans les 2 mois après l'accident. Et puis je ne sais pas comment. Je suis amenée à consulter mes documents, mes documents médicaux, à regarder et tout, et à comprendre par moi-même. Parce qu'en fait, je ne pouvais même plus rester chez moi. Je faisais des crises d'angoisse, mais monumentales. J'étais persuadée que j'allais mourir. Je fixais les lumières pendant des heures et des heures, les lumières blanches, parce que je voulais retrouver la puissance et le soulagement provoqué par mon passage de l'autre côté, dans le grand tout, comme on appelle ça. Et je pense que si en fait j'avais eu un accident de bagnole et que j'avais eu un suivi, qu'on m'avait gardé à l'hôpital, etc., j'aurais eu des explications, on m'aurait expliqué et j'aurais pas tout mélangé. Là, le problème, c'est qu'avant et après, j'ai eu des effets liés à la drogue. J'ai eu des hallucinations, des pertes de mémoire, des visions, des problèmes auditifs, etc., etc. Donc, c'était vraiment une expérience horrible pour moi. Horrible. Mon EMI a été associé à quelque chose d'horrible. Alors qu'en réalité, l'EMI en elle-même, les 8 ou 11 secondes, c'est 11 secondes, je crois. Les 11 secondes où je suis morte cliniquement, j'ai vécu ce que je rêverais de retrouver, quoi. C'est cet état de grâce absolue auquel on a d'ailleurs, il paraît-il, la capacité de réaccéder régulièrement une fois qu'on a vécu une EMI, on peut se replonger dans cet état de grâce, mais je commence seulement à expérimenter un petit peu ça là depuis 2 ans et demi, depuis que je m'ouvre à la spiritualité et que je fais le rapport entre ce que j'ai vécu à cette époque et ce que je découvre maintenant de l'âme, de l'univers, de la source, de appelez ça comme vous voulez. Dieu, bref. T'es beau mon chat. J'ai un chat, je vous jure, il est merveilleux. Et j'en étais où ? Je sais plus ce que je disais du coup. Parce que je vais me filmer en même temps pour faire un réel. Et là, oui, donc j'ouvre mes dossiers médicaux. Et là, en fait, je comprends, en observant mes dossiers médicaux, que cliniquement, j'ai été déclarée morte. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que je suis obligée de consulter des documents en ligne pour me rendre compte que, clairement, j'ai été morte cliniquement. Personne, je dis bien personne, n'a été capable de me dire qu'à un moment donné, mon cœur s'est arrêté et que j'étais morte, cliniquement, morte. Et donc, là, je prends les choses en main, je recontacte les psychologues, je recontacte les psychiatres, et je me rends compte qu'ils ne sont pas plus compétents qu'avant, et je fais mes propres recherches. Je fais mes propres recherches sur les EMI. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était des EMI. J'ai dû taper dans la barre de recherche mort clinique, etc. Et là, je découvre en fait qu'à Genève, il y a un centre qui s'appelle Natixis. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et qui est en fait un centre spécialisé pour les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et je remercie la vie que ça me soit arrivé à l'époque où je vivais à Genève. Parce qu'on a quand même à Genève un corps médical, des spécialistes, des structures qui vont bien avec la Suisse, quoi. On est quand même à un autre niveau d'accompagnement, on a un autre niveau de compréhension, on est, voilà. Moi, j'ai été suivie en France, parce que j'habitais en zone frontalière, en France, mais après les spécialistes que j'ai consultés par rapport à cette expérience de mort imminente, je suis allée les chercher en Suisse. C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. J'aurais dû m'orienter vers la Suisse, j'aurais dû demander à ce qu'on me transfère en Suisse quand j'ai vécu mon EMI, mais bon. J'étais une jeune femme de 25 ans, 24 ans, bon bref, peu importe, perdue,
qui était pas structurée, qui avait pas des bonnes fréquentations. J'avais pas les réflexes que j'ai aujourd'hui en tant que femme, mère, responsable, etc. Et donc là, alors attendez, parce qu'en fait, comme je m'enregistre en même temps, je fais 3000 choses en même temps. Donc là, je vais à ce 6, Naosis. Ah, il faut que je regarde, parce que si je donne pas le nom correct, c'est quand même débile, surtout que Natixis, je crois que c'est la boîte pour laquelle travaillait mon père avant. Neosis, je crois. Neosis de Genève. Bienvenue à l'Institut Suisse des Sciences Noétiques. Donc c'est ça, c'est ISNOE, rien à voir, Noesis, Noesis. Voilà, qui est une institut spécialisé dans les expériences de mort imminente. Là-bas, j'ai pu rencontrer un professeur spécialiste des traumas liés aux expériences de mort imminente, qui m'a pas mal orientée, suggéré des soins, suggéré des thérapies, suggéré la méditation, etc., et qui m'a mis des mots sur ce que j'ai vécu, qui m'a permis de comprendre ce que j'ai vécu, qui m'a permis de dissocier les délires psychotiques de la vraie expérience de mort imminente, et qui du coup m'a apporté un certain soulagement. Ouais, un certain soulagement parce que parce que j'ai réalisé que ce que j'avais vécu, c'était pas qu'un empoisonnement, c'était pas que des délires liés à cet empoisonnement, c'était vraiment une réelle expérience de mort imminente. Et mettre des mots sur l'expérience, mettre des mots sur le vécu, mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça a permis de libérer des choses en moi. Seulement, à l'époque, j'étais pas... Comme je viens de vous le dire, j'étais pas la femme que je suis à présent. J'étais une jeune femme qui se cherchait, en mal-être, avec beaucoup de traumas, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de mauvaises expériences, de manque de repères, de syndrome abandonnique, de rejet, tout ce que vous voulez. Et je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu voir, j'ai fui tout ça. Je me suis auto-persuadée qu'en me mettant dans le travail, dans les relations que j'avais à l'époque, j'allais oublier, et puis que voilà, il fallait pas donner d'importance à tout ça, il fallait que ça reste dans un petit coin, puis même que je l'oublie et que ça disparaisse. Je n'ai pas permis à mon corps de cicatriser. J'ai pas permis à mon corps de reconnaître cette souffrance. J'ai pas permis à mon corps et à mon âme de lui donner les soins nécessaires, l'amour nécessaire, le pardon nécessaire pour guérir, pour passer au niveau d'après. J'ai mis des mots, j'ai théorisé, mais j'ai pas mis en pratique. Et puis la vie a continué. Je me suis noyée dans plein d'autres choses. J'ai rencontré mon ex-mari. Et voilà. L'expérience OMI a disparu dans les méandres de ma mémoire. Et je crois qu'aujourd'hui, en parlant, en le réalisant, en le partageant avec vous, je rends à César ce qui appartient à César. Je me reconnais en tant que victime. Parce que j'étais victime d'un empoisonnement, involontaire, mais c'est un empoisonnement quand même, par des gens un peu perdus, qui n'ont pas voulu me faire du mal. D'ailleurs, ils m'ont pas proposé ce gâteau, c'est moi qui l'ai pris toute seule dans la cuisine, mais qui ont minimisé. Je me reconnais en tant que victime du système médical français catastrophique. Je me reconnais en tant que victime, tout simplement, tout court, même si en soi... l'expérience de mort imminente en elle-même était incroyable. Comme je ne savais pas, comme on ne m'a pas parlé, comme on n'a pas mis de mots dessus, comme j'ai pas été orientée correctement, ça a mis quand même beaucoup de temps pour que dans ma tête, j'accepte que je n'étais pas folle et que ce que j'avais vécu n'était pas... j'allais dire dangereux, bien sûr que si, mais étaient deux choses bien différentes, et que j'avais aussi le droit. Par exemple, j'ai une amie qui vient ici régulièrement et qui fume, et je l'ai toujours laissé fumer,
Et à chaque fois qu'elle venait et qu'elle fumait, je me sentais vraiment très, 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 très mal. Et je la laissais fumer. Là, elle ne m'imposait pas. Hein. Je lui disais, oui, c'est bon, tu peux fumer dedans, quand les enfants sont pas là, bien sûr. Oui, ou tu peux fumer à côté de moi si je suis là. Et à chaque fois, je me sentais mal. J'avais la tête qui tournait. Je me réveillais la nuit, je disais, je crois que je fais un bad trip, etc., etc. Et elle, ça la fait rire, hein, parce que c'est quelque chose de légal et qu'elle fait régulièrement. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que en étant... Il n'y a pas qu'elle, hein, je cite elle, mais je pourrais citer d'autres personnes que je connais que ça m'était amené d'aller à des soirées où des gens fumaient, où je supportais plus l'odeur, où ça me mettait à avoir des tremblements, des crises d'angoisse, etc. Et je me disais, mais c'est pas normal, mais si, c'est normal, en fait. Je suis morte cliniquement en ingérant cette substance. Donc forcément, à partir du moment où je la retrouve quelque part, ça fait quoi? Ça réveille mon trauma. Et j'ai pas voulu le voir, j'ai pas voulu l'entendre, et j'ai pas été douce avec moi-même. J'ai pas donné de valeur à cet incident. Et le fait de ne pas lui avoir donné de valeur, de considération, je me suis remis en danger régulièrement. En niant le fait que je devais me protéger de ça. En niant le fait que ça avait un impact sur moi. En voulant être trop gentille et en laissant les gens fumer parce que s'ils ont envie de fumer et de se droguer, c'est leur problème, c'est pas le mien. Non. La personne que je dois faire passer avant tout le monde, c'est moi. Moi. Au risque de paraître égoïste, au risque de paraître dure, au risque de paraître un peu trop limitante. Non. Je suis morte cliniquement en ayant consommé du cannabis. De manière involontaire. Je suis donc en droit de ne pas supporter ça. Je suis donc en droit de demander à ce qu'on ne fume pas en ma présence. Et je sais que la magnifique personne qui fume quand elle vient chez moi écoute mes podcasts, donc je ne dis pas ça pour toi. Tu le sais très bien. Et je sais que tu l'as parfaitement compris quand on en a discuté l'autre fois. Donc je t'en prie, ne crois pas que je remets ça sur le tapis pour toi. Je remets ça sur le tapis en fait pour moi parce que c'est important que je m'accorde de la valeur et de l'importance et que je me respecte. On a fait à peu près le tour de tout. C'est marrant hein, parce que je crois pas que c'est ce que je voulais mettre en fait. Et maintenant qu'on a fait à peu près le tour de comment ça s'est passé, des conséquences, de l'avant, de l'après, du fait qu'aujourd'hui, en accordant de la place à cette chose, en accordant de la place à cette expérience, en respectant la jeune femme qui a été victime, je me délivre sûrement de quelque chose. J'ai quand même envie de consacrer les dernières minutes de ce podcast à vous parler de l'expérience en elle-même. C'est-à-dire, on coupe les heures et les heures qui sont produites avant l'EMI et l'empoisonnement et les hallucinations. On coupe les mois et les années qui ont suivi de déni, de problèmes, de crises d'angoisse et tout. On parle juste des 11 secondes. Et je ne crois pas que j'aurai les mots suffisants pour vous décrire ce qui s'est passé pendant ces 11 secondes. Il faut savoir que j'ai commencé un roman il y a 4 ans de ça qui parle d'EMI. Je pense que je le terminerai après celui-là. Je reviendrai dessus et je reprendrai l'écriture. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, comme si c'était un signe qu'il fallait que je me délivre de ça. Et ce qui est très marrant, c'est que dans ce livre, en fait, les deux protagonistes... Non, mais en fait, je vais pas vous dire ça. Je vais spoiler à mort le bouquin. Je suis con, moi. Bref, peu importe. Toujours est-il que, en fait, ce qui s'est passé pendant ces 11 secondes, donc je vous ai décrit un niveau des sensations physiques, c'est le corps qui lâche, la sensation de liberté, la sensation de flotter. J'ai senti que je flottais au-dessus de mon corps, mais je ne me suis pas vue au-dessus de mon corps. Par contre, je me suis sentie au-dessus de mon corps. Je me suis sentie quitter mon corps, avancer dans la lumière, rejoindre la lumière, être à la fois tout et rien, c'est-à-dire être les meubles qui m'entourent. Attention, on parle vraiment de l'expérience de mort imminente, on parle pas de ce qui a été provoqué par l'hallucination. Je sais exactement faire la différence entre toutes les sensations provoquées par l'empoisonnement et j'ai appris à les décortiquer avec les professionnels qui m'ont suivi après et par moi-même avec ma connaissance de moi d'aujourd'hui. Et je sais ce qui est lié aux hallucinations et je sais ce qui est lié à l'EMI. Hein. L'EMI, elle est là, elle existe, elle est cliniquement déclarée, donc je ne l'invente pas. Cette lumière, ce grand tout qui s'offre à vous, dans lequel vous avancez, mais vous ne marchez pas, en fait, vous êtes comme une fumée qui se déplace dedans, enfin, c'est incroyable, et elle vous absorbe, et
elle vous met dans une sensation comme quand vous êtes au spa, au hammam, mais fois 1 milliard. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et vous avez... il n'y a plus de notion, ça je m'en souviens, c'est très important, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion de jour, il n'y a plus de notion de colère, de haine, de tristesse, il y a comme une espèce de grande joie, mais pas cette joie de l'excitation où vous savez quand vous êtes content, vous sautez partout, non, cette joie très légère qui part des orteils jusqu'aux cheveux, mais en fait vous ne sentez plus votre corps, vous êtes à la fois un corps et vous êtes à la fois plus rien, il n'y a pas de sensation corporelle, c'est pour ça que c'est difficile de décrire une EMI. Parce qu'en fait, c'est des sensations que on ne peut décrire dans la 3D, dans la matière. C'est comment dire je sais pas, j'ai pas les mots. Mais excusez-moi, parce qu'en fait, je me repère dans cette espèce d'état-là. Et du coup, j'arrive même plus à revenir à mon présent. C'est une lumière qui irradie de vous et qui est autour de vous, qui est en face de vous, qui est dans vous. Vous êtes la lumière en même temps. Et voilà, ouais, c'est compliqué de décrire quelque chose qu'on ne peut pas vivre sur Terre. Ouais, qu'on ne peut pas vivre ici en tant qu'humain, qu'on vit une fois qu'on passe de l'autre côté, quoi, que le corps s'arrête et que vous n'êtes plus que cette âme. Ça, c'est les mots que je peux employer aujourd'hui, mais que même les spécialistes avec qui j'ai discuté à l'époque du sympnéosisme ne m'expliquaient même pas comme ça. Enfin, en tout cas, il devait me l'expliquer comme ça, mais je ne le ressentais pas comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que ce que je ressens là, que je vous conte, vous n'allez pas le ressentir comme moi je le ressens. Mais il y a un détachement, quoi. Il y a un détachement profond entre l'être et l'âme, quoi. Entre être et ressentir. Et honnêtement, je ne suis plus du tout effrayée par la mort. Plus du tout. Je ne dirais pas que j'ai hâte de mourir, mais en fait, j'ai compris, grâce à cette expérience, que la mort n'est qu'un passage vers autre chose de beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Mais vraiment, d'une telle grandeur que c'est inimaginable et indescriptible avec des mots. La difficulté pour moi, c'est que aujourd'hui, quand je tire les cartes, quand je médite, quand je m'accorde des temps de repos, ou quand je sombre dans la phase de sommeil paradoxal, vous savez, juste avant l'endormissement profond, je ressens un petit peu cette sensation-là, parce qu'une fois qu'on a fait une EMI, c'est ce que je vous disais au début du podcast, on peut revenir à l'état de EMI. En fait, c'est comme une petite porte qu'on ouvre et elle n'est plus jamais fermée à clé, il suffit d'aller la rouvrir. Et comme je travaille depuis 2 ans et demi sur revenir à mon centre, être aligné, etc., j'ai de plus en plus de facilité à accéder à cette partie-là de moi. Et la problématique, c'est cette partie... En fait, c'est l'amour, c'est l'amour universel, ça. Je le comprends aujourd'hui et je le comprends là en vous parlant. Ce que vous vivez quand vous faites votre EMI, cette lumière qui vous englobe, qui vous met bien, qui vous met dans un espèce de béatitude, plénitude, complétude constante, sans la moindre émotion, si ce n'est celle de flotter et d'appartenir au grand tout. Cette sensation-là, vous pouvez la retrouver quand vous êtes dans des états très forts de méditation. C'est l'amour, c'est ce qui vous connecte aux autres, à la vie, à la terre, à l'univers, tout ce que vous voulez. Et on a tous et toutes la capacité d'y accéder. Et la problématique, c'est qu'il y a des petits moments de flottement qui s'en rapprochent. Vous voyez, ces petits moments où vous êtes dans une phase où vous lâchez, juste avant de vous endormir, où vous êtes dans le canapé, vous vous reposez, où vous êtes en train de vivre un moment de grâce, procuré par un grand moment de joie. Et bien, le problème dans ma configuration, c'est que comme j'ai fait mon EMI au milieu d'une espèce de bad trip psychotique avec grosse hallucination, perte de contrôle de mon corps, de tout, dès que je me mets dans cet état de béatitude, il y a toutes les peurs semblables à cette EMI, semblable à celle que mon empoisonnement m'a fait remonter, qui remonte. En fait, mon cerveau, il a associé l'état de grâce à quelque chose de dangereux. Vraiment. En fait, mon cerveau est comme moi, il n'a pas su différencier l'EMI des hallucinations et de l'état de délire psychotique des jours et des semaines qui ont suivi, lié à l'empoisonnement de mon foie, quoi, et au dérèglement neurologique provoqué par tout ça. Et donc, c'est sur quoi je travaille. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je fais des crises d'angoisse ou que je suis en panique, ma plus grande peur, c'est de devenir folle, parce que j'avais vraiment cette sensation que j'étais en train de devenir folle.
ce qui est très drôle, c'est que si on fait le parallèle, c'est un mot qu'on m'a souvent répété quand j'étais petite. Ma maman qui a eu beaucoup de problèmes voilà, peu importe, je suis pas là pour... C'est un mot qu'on m'a souvent répété quand j'étais petite. Arrête, t'es folle, t'es folle. D'ailleurs, c'est un mot que j'ai souvent répété à ma fille avant d'entamer les compréhensions nécessaires pour être une bonne maman, pour faire de mon mieux. Hein. On répète toujours les schémas avant de réaliser que c'est peut-être pas forcément bon. Et c'est un mot que j'ai beaucoup entendu, donc c'est une peur que j'avais déjà en moi, qui est énormément remontée au moment de ces délires-là, et qui remonte de nouveau aujourd'hui, parce que plus je suis bien, plus paradoxalement j'ai peur d'être bien, parce que j'associe l'état de bien-être absolu à ce qui allait autour et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Et je suis contente de partager tout ça avec vous, parce que ça me permet une compréhension que je suis pas sûre que j'avais. Et qui va me permettre de faire de la PNL, de refaire de la reprogrammation et d'associer ce moment de béatitude à quelque chose de sécurisant, pas quelque chose de très flippant. Alors, ça fait déjà 45 minutes, je crois qu'on a pas mal fait le tour. C'était vraiment un témoignage sur cette EMI, sur ma propre expérience. Vous trouverez beaucoup d'infos sur les EMI sur Internet, beaucoup de témoignages, chaque témoignage est différent. Mais les sensations décrites, même si les mots sont jamais vraiment les mêmes, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots qui existent pour décrire, donc on essaye d'employer en fonction de notre vocabulaire propre à chacun. On retrouve quand même cette chose qui signifie qu'on a vraiment flotté. Oh pardon, je baille, c'est d'une impolitesse, c'est dingue, à chaque fois que je fais un podcast, je baille comme ça. Je voulais pas rentrer dans des trucs trop scientifiques, je voulais pas raconter trop mon expérience médicale, je voulais vraiment qu'on reste sur le ressenti, l'émotionnel, les conséquences, un petit peu de quand même... Qu'est-ce qui sent bon ce parfum, pardon, excusez-moi, mais j'ai encore cette odeur sur la peau, elle est incroyable. Je voulais vraiment qu'on reste un petit peu sur un truc profond pour l'expérience de mort, explicatif pour ce qui l'englobait et comment dire, l'incompréhension des deux, mais je voulais pas non plus qu'on rentre dans des termes scientifiques, dans des expériences trop médicales. J'aimerais donner les noms des gens qui m'ont suivi et qui étaient incompétents, mais je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Ça s'apparente plutôt à de la vengeance, parce que c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est quand même en colère, très très en colère, parce que ces gens-là, ils sont diplômés, ils sont censés être là pour soigner, orienter, guider, et je suis pas tombée sur les meilleurs. Mais je crois que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable et beaucoup plus positif d'encenser ceux qui justement m'ont bien accompagnée, et je recite et je re-recite et je re-recite le centre Néosis à Genève, qui sont vraiment les spécialistes des sciences néotiques. C'est une fondation, tout ce qui est lié à la conscience, les états modifiés de conscience, les morts imminentes. C'est incroyable, j'ai rencontré des gens incroyables. On a fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intrigué, donné envie d'en savoir plus, pas sur mon expérience, mais sur tout ce qui touche la conscience, les états de mort imminente, la vie après la mort. Il paraît que quand on revient, on ne revient jamais par hasard et qu'on a une mission de vie. Moi, j'ai vu beaucoup de choses après, mais j'ai eu du mal à dissocier si c'était lié à cette expérience de mort imminente ou à mes hallucinations. Je commence à comprendre un petit peu ce que c'était censé m'apporter et ce que je commence gentiment à trouver dans tout l'intérêt que je porte au développement personnel, à l'ésotérisme, à la spiritualité. Je crois que c'est 11 ans après, et après 2 ans et demi de cheminement, en train de venir doucement à moi, et je comprends pourquoi je suis revenue. Je pense que déjà je suis revenue parce que j'avais des choses à vivre, des très belles personnes à rencontrer, des livres à écrire, des enfants à élever, des amis à rencontrer, des chevaux qui ont dû me dompter et non que j'ai dû dompter, parce que la vie est merveilleuse. Je crois que cette expérience me fait aussi comprendre, et de vous le dire là, me fait d'autant plus comprendre que la vie est merveilleuse et qu'on a énormément de chance d'expérimenter la vie, d'être en vie, d'être sur Terre, et que tout n'est qu'une illusion, n'est qu'une grande illusion. En fait, le message est là, mes amis.
tout n'est qu'une illusion parce que ce qu'il y a après est vide de toutes les illusions, est vide de toutes les peurs, est vide de tous les doutes, de tous les ressentiments, les colères. C'est merveilleux. En fait, l'intériorité, l'univers, tout ce qui nous connecte à cette espèce de source immense et lumineuse que nous portons tous en nous puisque nous sommes tous issus de ça, c'est illimité. Et le comprendre, c'est s'offrir une liberté inconditionnelle et donc un amour inconditionnel. Voilà, mon expérience de mort imminente est une expérience qui m'a menée à l'amour. Je pourrais presque lui donner un prénom. Voilà. Et ben écoutez, merci de m'avoir écouté, merci, j'ai continué à parler là, je voulais m'arrêter à 45 minutes, on est à 50. Comme d'habitude, je ne fais que le répéter et vous ne m'écoutez pas. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des likes. C'est trop adorable de m'envoyer des MP, c'est trop adorable de venir me dire en face à face que c'est super, ton dernier podcast il est génial, j'adore, etc. Mais c'est toujours aussi très agréable d'avoir un équilibre de donner, recevoir et d'avoir des commentaires et d'avoir des... Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça, c'est important. Il faut savoir que mes podcasts, pour le moment, je ne me fais pas de rémunération dessus. C'est un choix volontaire de ma part, puisque je pourrais insérer des pubs à peu près partout. Mais que le but est un but de partage. Je suis comme tout le monde, j'ai aussi besoin de gagner ma vie. Donc à un moment ou à un autre, je vais passer par ça. Donc pour le moment, on est dans du don, du pur don. Et je crois que quand on reçoit, c'est aussi très agréable de donner en échange. Je ne le fais pas dans le but qu'on me le rende, mais je trouve qu'il y a une certaine comment dire... Bon, bref, je sais pas le mot. C'est important de rendre ce qu'on reçoit. Voilà. Quand vous faites votre travail, en échange, vous avez un salaire. Quand vous rendez service à un ami, il vous dit au moins merci. Voilà. Et je crois que c'est important. J'ai envie d'insister, je pense, sur cet équilibre de donner-recevoir. Peut-être parce que aussi, pendant très longtemps, je n'ai pas su recevoir. Ah mon Dieu, il y a un message de... Il y a un message de quelqu'un qui vient de s'afficher sur mon écran. Oula, l'herniaise. Eh bien, je vais clôturer ce podcast comme ça. Voilà, donner, recevoir, parce que là, effectivement, ça illustre parfaitement. À très bientôt tout le monde, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Vous voyez que la meuf, elle vient de recevoir un message de quelqu'un qu'elle aime beaucoup, parce que là, elle finit le podcast sur un ton de voix qui n'est pas le même que celui avec lequel elle l'a commencé. Merci de votre écoute, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des recherches sur ces expériences de mort imminente incroyables, et à très bientôt. Ouais, je finis comme ça là, parce que j'ai trop envie d'aller lire mon message. Allez, salut!